Mesdames, messieurs, préparez vos valises. Ou alors je devrais dire préparez vos cartables aujourd'hui, puisque ce matin on vous propose un voyage très studieux aux quatre coins du monde. Bien sûr, c'est le principe de cette séquence. Dans moins d'une semaine auront lieu les premières épreuves du baccalauréat et à cette occasion on se dit tiens, si on s'intéressait à la scolarité de nos voisins, proches ou lointains, par exemple, y a-t-il des examens en continu au cours de la scolarité ou alors un seul qui l'a conclu, comment ça se déroule au-delà de nos frontières, en gros quoi. Et puis à quel prix ? S'il y a un prix à payer. C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors au tableau, ce matin, voici nos professeurs du jour. Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi. Sarah Nabli, petite nouvelle dans la classe de C'est un monde, qu'on retrouvera à Medellín, c'est en Colombie, figurez-vous. Et Sylvain Le Petit, notre correspondant à Dubaï, enfin un habitué, Loïc Delamornay, qui nous donne rendez-vous à Londres. Allez, tout de suite, direction New Delhi. Alors, s'il y a un pays où la scolarité est loin d'être une récréation, c'est l'Inde. Là-bas, les élèves subissent une pression énorme. Et pour cause, la seule issue possible quand on se lance dans les études, c'est être le meilleur à tout prix. Nicolas, dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, il doit y avoir une sacrée concurrence dans cette course à la réussite, non? Bonjour. Oui. Bonjour William, tout à fait. Et si vous connaissez des systèmes scolaires où l'épanouissement de l'élève ou le bien-être de l'enfant est pris en compte, eh bien, oubliez, ça ne se passe pas du tout. Mais alors là, pas du tout comme ça ici en Inde. Vous le disiez, tout ce qui compte, c'est être le meilleur, c'est être le premier. Et tout est fait pour vous le rappeler tous les jours. Regardez, je vous ai apporté quelque chose. Le journal de cette semaine, eh bien en une, s'affichent les visages d'étudiants qui ont réussi les meilleurs scores dans une école de médecine. Voilà, il faut être le premier pour être célèbre. Au mois de mai, les examens d'entrée dans les universités se sont déroulés. Je peux vous dire que c'est un moment très douloureux pour des milliers de familles ici en Inde. Car quand un de vos enfants présente des examens, eh bien, c'est réellement tout l'honneur de la famille qui est en jeu. Alors imaginez la pression qui pèse sur les épaules de ce futur étudiant. Les examens d'entrée se préparent parfois des années à l'avance. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Il est signé Caroline Chauvet, Marthe Aubert. Dans les rues de New Delhi, les visages de la réussite s'affichent en grand. Voici les élèves arrivés en tête des examens d'entrée à l'université. Des modèles pour les aspirants étudiants. Quand je vois ces affiches, je me sens motivé, j'ai envie d'être à leur place. S'ils ont pu le faire, je peux le faire. Mais dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, la compétition est rude. Alors pour réussir, les familles n'hésitent pas à envoyer leurs enfants dans des classes préparatoires privées. Et il faut y mettre le prix. Ces 8 mois de préparation me coûtent environ 2000 € avec les cours particuliers, le logement et tout ça. Donc oui, j'ai beaucoup de pression. Pour les familles de classe moyenne, ces instituts privés représentent un énorme investissement financier. Gardez en tête qu'il peut toujours y avoir des échanges d'électrons. Toujours. Dans ce cours de chimie, les élèves ont 16 ou 17 ans. Ils se préparent déjà aux tests d'entrée à l'université qu'ils ne passeront pourtant que l'année prochaine. Les examens sont de plus en plus difficiles car il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent accéder à l'université, donc il y a de moins en moins d'admissions. Ces cours en institut privé ont lieu le week-end ou en soirée, après le lycée. Les élèves ont donc très peu de temps pour eux et doivent faire face aux exigences de réussite imposées par leur famille. Je rentre à la maison et ma mère, mon père et mes 3 sœurs sont tous endormis. Et je suis la seule à rester debout. J'en ai marre de tout ça. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Mes amis me disent « Ashley, viens nous rejoindre pour une journée ». Moi, j'ai dit « Non, je dois encore étudier un chapitre ». Ils m'ont répondu « Ashley, on abandonne avec toi ». Mon père veut que je devienne ingénieur, mais si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais préféré être réalisateur de films. Une pression constante pour les élèves, où les seuls moments de pause autorisés sont dictés par les fréquentes coupures d'électricité. De retour chez lui, Piyush, 17 ans, se plonge à nouveau dans ses exercices de chimie. Toute sa famille, de la grand-mère au petit cousin, place ses espoirs en lui. Piyush veut devenir ingénieur et faire la fierté de son père. J'aime la physique, l'astronomie et les mathématiques.
Dans la famille, on est tous derrière lui. On l'encourage tous. Mais il ne doit pas avoir peur d'étudier. Il ne doit pas avoir peur de la compétition. Alors, Piyush étudie encore et encore, tandis que dans le temple familial, son père prie Sarasvati, la déesse du savoir, et Ganesh, le dieu de l'éducation, histoire de mettre tous les atouts du côté de son fils. C'est terrible, Nicolas. Comment ça se passe pour les autres, ceux qui ne réussissent pas, ils deviennent quoi? Eh bien, William, souvent ils le vivent très très mal et c'est tout à fait dramatique. On entend régulièrement parler de ces cas extrêmes où des étudiants décident de se suicider après un échec parce qu'ils ne supportent pas la charge de travail ou parce qu'ils ne veulent pas décevoir un proche ou la famille. Rien que pour l'année 2013, le chiffre fait froid dans le dos. Près de 2500 élèves se sont donné la mort après un échec scolaire. Le système, manifestement, ne fonctionne plus. La population explose ici et les places dans les universités restent limitées. Pour les filières ingénieurs, par exemple, il y a chaque année 1 million de candidats pour les examens d'entrée et seuls 2% sont élus. Cela fait bien sûr beaucoup de déçus et cette déception est d'autant plus difficile à supporter que c'est encore une fois tout l'honneur de la famille qui est en jeu. Ouais, alors, plus anecdotique pour terminer, vous nous aviez dit en préparant ce sujet que la tricherie était assez répandue sur le banc des écoles en Inde. C'est vrai, ça? Ah oui, tout à fait, ça je peux vous le confirmer. Avec ce chiffre, l'an dernier, 1000 personnes ont été arrêtées par la police pour des affaires de tricherie scolaire. Les parents sont littéralement prêts à tout, jusqu'à escalader le mur de l'école pour aller apporter une anti-sèche à leurs enfants. Ça s'est vu, tous les trucs sont permis, tant et si bien que l'armée indienne a dernièrement fait passer des examens d'admission et ils ont demandé aux candidats de venir en sous-vêtements afin de ne rien dissimuler dans leur poche. Donc en Inde, il faut être le premier, il faut être le meilleur, mais parfois à n'importe quel prix. Juste un petit mot. Derrière vous, qu'est-ce que c'est que cet immense bâtiment là? Alors je serai donc votre professeur d'histoire et de géographie du jour. Ce bâtiment derrière moi, eh bien, c'est le palais présidentiel, puisqu'ici en Inde, nous sommes dans une république fédérale et le président habite dans ce magnifique bâtiment derrière moi. Ah bon, c'est leur Élysée à eux, quoi. Absolument. Bon, merci Nicolas, bonne journée et à très bientôt sur un autre sujet. Allez, pour la suite du voyage scolaire, on fait escale à Medellín. Medellín, la deuxième ville de Colombie, vous en avez bien sûr entendu parler, où nous attend là-bas Sarah Nabli. Alors, Medellín, ça évoque pour vous le cartel de Medellín, les trafics, la violence. Et dans le processus de lutte contre cette violence, l'éducation joue un rôle majeur. Alors, lequel? Et puis, est-ce que ça fonctionne, Sarah? Ça, on va voir. Bonjour. Bonjour William. Alors oui, depuis une dizaine d'années, la ville a décidé de lutter contre la violence et les bandes criminelles en mettant l'éducation et la culture au centre des quartiers les plus pauvres. Elle a donc construit des dizaines d'établissements scolaires, des bibliothèques, des ludothèques, souvent des bâtiments à l'architecture moderne avec les dernières technologies numériques et qui attirent aujourd'hui des étudiants de toute la ville et des touristes. Alors dans les quartiers les plus dangereux, la ville a construit ce qu'elle appelle des colegios maestros. Ce sont des établissements scolaires dont le but est de garder le plus longtemps sur place les enfants pour éviter qu'ils ne traînent dans la rue ou qu'ils ne soient tentés par la violence. Nous sommes donc allés dans le quartier de la Sierra, l'un des quartiers les plus dangereux de Medellín. Alors pour vous expliquer un petit peu l'ambiance qui règne là-bas, c'est simple, nous n'avons pas pu suivre un enfant de chez lui jusqu'au collège pour des raisons de sécurité, mais passer les portes de l'établissement, c'est un tout autre monde et c'est bien le but recherché. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. Sur les hauteurs de la Sierra, un établissement scolaire flambant neuf, en forme d'escalier, à l'image de l'ambition qu'il s'est donnée, sortir tout un quartier de la violence. 7 h du matin, Jason rentre en cours de mathématiques. Et c'est une longue journée qui l'attend devant lui jusqu'à 16 h. 3 heures de plus que les autres enfants colombiens. Il expérimente un nouveau concept, la journée unique. 100%, c'est quoi? Allez, répondez.
Je pense que cette journée unique, c'est une forme de prévention pour qu'on ait moins de temps libre. Car si on n'a rien à faire, on pourrait être tenté par la drogue, l'alcool, des choses comme ça. Plus de temps sur les bancs de l'école et éviter d'être enrôlés dans les bandes criminelles. Les professeurs en profitent aussi pour enseigner d'une toute autre manière. Nous avons d'abord la partie théorique, comme on vient de le voir, et ensuite une partie ludique. C'est ce qu'ils sont en train de faire, des exercices avec des cubes. La journée unique permet ainsi d'approfondir les cours. À chaque récréation, Jason et ses camarades ne passent pas inaperçus. Dans la peau d'un secouriste, il met en pratique ce qu'il a appris avec la Croix-Rouge. Car c'est aussi ça, le Colegio Maestro, faire venir des associations et des ONG pour donner de nouvelles opportunités à ces jeunes des quartiers pauvres. La Croix-Rouge a un partenariat avec le collège. Un volontaire vient nous donner des cours et nous appliquons ce que nous avons vu. Et ça te plaît? Ouais, c'est chouette. On s'amuse bien avec cette activité. À la cantine, les cuisinières s'affairent à la préparation des repas. 8 mères du quartier de la Sierra comme la majorité des employés de l'établissement. Plus de 500 repas sont servis chaque jour. Des repas gratuits et copieux pour éviter la malnutrition des enfants. C'est très bon, c'est équilibré pour les enfants avec les quantités suffisantes. Mais bien plus qu'un établissement scolaire, le Colegio Maestro entend transformer le quotidien des familles du quartier. De la crèche à la formation pour adultes, la ville pense aux futures générations. Ici, les enfants sont pris en charge dès la naissance. Nous sommes dans le bâtiment Bon Départ, où l'État prend en charge les enfants de 0 à 4 ans. Ils reçoivent un repas et peuvent être déposés par leur mère de 8h à 16h. J'avance, ok? J'avance. Pour Jason, la journée n'est pas terminée. Dernière activité, la création d'une peinture murale, des chaînes brisées, un message d'espoir. Ce n'est pas parce que l'on vient de la Sierra qu'on ne peut pas devenir un grand docteur, un grand chirurgien. On doit toujours se surpasser. Et c'est ce que représente la peinture. On veut aussi montrer qu'il n'y a plus de guerre dans ce quartier, que c'est terminé, fini, pour de bon. Une page du passé. Longtemps oubliée, la Sierra renaît peu à peu. Et la jeunesse compte bien profiter de ces changements pour poursuivre son futur en paix. Pas facile ça. Sarah, plus généralement, comment se déroule le système scolaire en Colombie? Je suppose qu'il y a pas mal de différences avec la France, non? Oui, alors première grande différence avec la France, c'est d'abord le calendrier scolaire. Ici, l'école commence à partir de mi-janvier et se termine mi-novembre. Les grandes vacances ont donc lieu pendant les fêtes. Il faut aussi savoir que les enfants colombiens ont cours seulement le matin ou alors l'après-midi. On est bien loin des longues journées à la française. Deuxième différence, tous les enfants colombiens font leur scolarité dans un même établissement, de la primaire au lycée. Il faut imaginer des grands établissements avec des milliers d'élèves, des petites villes dans la ville. Enfin, dernière différence, la plupart des établissements scolaires ici sont privés. Les familles colombiennes évitent les écoles publiques car elles manquent d'investissement et sont souvent surpeuplées. Ah oui. Dernière question, est-ce qu'il y a un examen de fin d'études secondaires comme ici? Alors comme en France, il existe l'équivalent du bac, ça s'appelle l'ICFES. C'est un examen facile mais très important pour les étudiants les plus pauvres car ceux qui ont les meilleurs résultats peuvent entrer directement à l'université et surtout gratuitement. Pour les autres bacheliers, il faudra passer un examen d'entrée pour chaque université et c'est la grande différence avec la France. Il faut aussi savoir qu'ici, 90% des universités sont payantes, environ 6 millions de pesos le semestre, l'équivalent de 2000 €. Ce n'est pas donc donné à tout le monde de poursuivre des études, mais l'État entend réduire les inégalités en proposant des bourses et des prêts étudiants. Enfin, les plus modestes peuvent aussi travailler pour l'université, à la bibliothèque par exemple, ou en tant qu'assistante de professeur, et ainsi éviter de payer leurs études. Très bien, merci beaucoup Sarah. Et bienvenue dans la classe de C'est un monde. Donc, à très bientôt. Derrière Sarah, vous avez probablement sur la place là, aperçu des sculptures de Botero, puisqu'il est colombien. Alors, petite pause chez nous à présent avec notre diplômé S-Web. Vous allez voir que le numérique s'est clairement imposé dans le monde de l'enseignement. Alors, Julia, on peut même parler d'une éducation 2.0, non ?
On peut tout à fait dire ça. On peut même parler d'une e-éducation. C'est exactement la méthode d'acquisition d'un savoir utilisant les systèmes électroniques, informatiques et numériques. Et bien, cette e-éducation, c'est une valeur sûre et une valeur importante pour le gouvernement qui lui réserve un budget de près de 21 millions d'euros. C'est l'avenir de l'éducation. Alors, en gros, c'est quoi l'éducation? Par exemple, on va parler notamment de la visioconférence. Aujourd'hui, dans les universités, de nombreuses salles de classe sont équipées de ce genre de moyens. Pourquoi? Parce que ça facilite l'accès aux étudiants à tous les savoirs ou aux savoirs spécialisés. C'est-à-dire qu'en gros, il permet aussi aux étudiants d'avoir des cours qui peuvent être dispensés à l'autre bout du monde. C'est le principe de la visioconférence, donc de Skype. Un professeur va pouvoir vous donner cours aussi bien à Marseille, à Lille qu'à Dakar. Et en ça, c'est formidable en termes de moyens pour les universités. Vous avez aussi en termes de e-éducation le soutien en ligne. En France, un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 prend des cours particuliers. À l'ère d'Internet, il y a les profs particuliers et puis maintenant, il y a le soutien en ligne sur le web. Il n'est pas défiscalisé comme le soutien de profs particuliers, mais il est aussi plus intéressant parce que plus souple en termes d'horaire et moins cher. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment sur des sites comme Live Mentor ou Academia ou encore DigiSchool. Vous avez aussi ce qu'on appelle le portefeuille privé des universités. Alors ça, c'est encore ou des écoles. C'est-à-dire que sur ces documents-là, c'est comme un portail web qui va continuer l'enseignement de votre lycée. Vous allez avoir vos notes, vos absences, vos coordonnées, tout ce qui va concerner un élève aujourd'hui est disponible et protégé évidemment de manière numérique. Voilà comment ça va se passer. La seule chose qu'on pourrait peut-être dire, William, finalement, c'est que l'ère numérique aujourd'hui n'est pas un frein à la scolarité, mais le problème, c'est que la scolarité telle qu'on la connaît en termes classiques et académiques a du mal quand même à s'adapter à l'ère numérique. Ça va venir. Vous avez des sites ou des applications à conseiller pour, je sais pas, on est en plein dedans là, pour faciliter les révisions? Évidemment, je peux même vous proposer ce qu'on pourrait dire un cartable numérique. C'est des applis qui vont vous aider. Vous avez notamment celle-ci, Snapcool, c'est la meilleure appli pour l'entraide collaborative. Vous aidez entre vous, entre étudiants, pour pouvoir partager vos bons plans et vous aider. Vous avez celle-ci, cartable, 10 000 fiches gratuites pour réviser. Vous avez celle-ci pour les langues qui s'appelle l'Iris Training, ce qui est génial, apprendre l'anglais en parlant avec les chansons de Rihanna, de Justin Bieber, de tous les chanteurs que vous aimez et en apprenant la signification des mots et puis évidemment beaucoup de choses encore sur le site de l'étudiant notamment. D'accord. Merci, Julia. Changement de classe. On s'envole pour l'un des pays les plus riches du monde, les Émirats Arabes Unis. Et là-bas, en matière de scolarité, vous allez voir qu'ils ne jouent pas dans la même cour que les autres pays. Alors, Sylvain, vous êtes à Dubaï et là-bas, l'enseignement, c'est du haut de gamme. On peut même parler 5 étoiles, non ? En effet, William, chaque matin devant les écoles de Dubaï, c'est un défilé de voitures de luxe. Les parents, qu'ils soient émiriens ou expatriés, sont prêts à payer très cher pour mettre leurs enfants dans les meilleures écoles de la ville. Allez, bonne journée. Pour avoir ce qu'on veut, il faut payer. Moi, ce que je recherche, c'est une bonne éducation. Et ça se paye. Dans cette école britannique, réputée la meilleure de la ville, la scolarité coûte un peu plus de 15 000 € par an et par enfant. Passons à la question 3. Pour cette professeure anglaise, ce prix pousse à l'excellence. Les gens qui vivent à Dubaï sont souvent des personnes très exigeantes. Donc les parents ont de grandes attentes, pas que pour eux, mais aussi pour leur progéniture. Ça nous aide car ce sont des enfants motivés et faciles à éduquer. Dans un des pays les plus riches du monde par habitant, l'éducation est devenue un business. Et les écoles internationales, américaines, françaises ou allemandes, se livrent une compétition féroce pour attirer les élèves. La piscine olympique ou la piste d'athlétisme sont des arguments de poids. Bonjour les garçons. Mais pour le directeur de cette école américaine, ça ne fait pas tout. Il y a plus de 400 écoles internationales à Dubaï, donc on a beaucoup de concurrence. Et quand les parents viennent pour faire le tour de l'école, ils passent leur tête dans la classe et ils aiment voir ce que font les enfants. Si les enfants ont l'air heureux et épanouis, et qu'il y a des échanges actifs avec le professeur, c'est ça qui va les convaincre. Dans son école, fini les cartables trop lourds. Les adolescents n'ont plus de cahiers ni de livres. Ordinateur obligatoire
Internet partout et un slogan. C'est quoi notre phrase? Des actions et pas des mots. Merci, les actions en disent plus que les mots. On va sur Google Classroom. Et là, on a nos classes virtuelles. On a tous nos cours dessus. Mathématiques, physique, chimie, français. C'est bien parce qu'on économise du papier. Et la deuxième chose, c'est qu'on a accès facilement à tout. Si je ne sais pas quelque chose, je vais regarder dans un moteur de recherche. Dans un pays où 80% de la population est expatriée, l'anglais s'est imposé naturellement comme première langue d'enseignement. Rien que dans cette école, 75 nationalités cohabitent. Une richesse supplémentaire pour cette jeune grecque. Mon ami Malek est d'Algérie et du Canada. Kim Abdulrahim est du Nigeria. Et mon amie Marina est du Panama et des États-Unis. On en apprend constamment sur la culture. On ne se rend même plus compte combien on apprend rien qu'avec nos conversations quotidiennes. C'est comme visiter d'autres pays. Une éducation de luxe réservée à une élite fortunée. Pour les plus chanceux, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise qui emploie les parents. Pour les autres, cela peut représenter un sacrifice important, voire une raison pour quitter le pays. Merci beaucoup, Sylvain Le Petit, à Dubaï. Alors, retour dans l'Hexagone maintenant, avec Anissa Afaoui, notre écolière du samedi. On va s'intéresser au système scolaire français. C'est vrai, on pourrait en dire un mot. Pour commencer, vous avez quelques chiffres à nous donner. Alors, des chiffres que nous ne connaissons pas. Alors absolument, enfin, on va dire que ce sont ceux de cette année, de cette rentrée 2015-2016. Et nous avons eu 12 340 000 jeunes gens à l'école qui ont été accueillis par 855 000 enseignants dans les 63 600 établissements scolaires du pays. On peut ajouter que nous avons environ 30 élèves par classe et que le coût moyen par écolier est de 6 220 € contre 12 210 pour un lycéen. Alors, quand l'État français s'est intéressé comme ça à la scolarisation de ses enfants? Alors, c'est à partir du XVIIIe siècle que la notion de scolarisation a vu le jour en France. Avant la Révolution française, l'école était pour les nantis. Pour une raison très simple, c'est que l'enseignement était dispensé à domicile par un précepteur et forcément, c'était les parents les plus fortunés qui pouvaient du coup instruire leurs enfants. Maintenant, la notion d'école comme lieu d'apprentissage pour le plus grand nombre est apparue à la toute fin du XVIIe siècle. Et c'était à l'initiative du roi Louis XIV. Et maintenant, ce n'était pas sans arrière-pensée. L'idée, à cette époque-là, était d'éradiquer le protestantisme pour le roi. Et c'est dans ce cadre qu'il s'est intéressé à l'enseignement élémentaire. En 1698, du coup, il ordonne la création d'une école dans chaque communauté villageoise, dont les enseignants devaient être des prêtres catholiques. Maintenant, pour ce qui est de la période déterminante en France dans la scolarisation, c'est vraiment le 19e siècle, grâce à une série de mesures et de lois, dont la plus importante demeure celle de Jules Ferry, qui, en 1881, instaure l'école élémentaire gratuite et publique pour tous. Pardon. Donc école gratuite. Et évidemment, une fois que l'école était gratuite, elle pouvait devenir obligatoire. Et c'est là que Jules Ferry a finalement créé la notion d'égalité des chances, nanti ou pas nanti. Alors, deux questions en une maintenant. Est-ce qu'on peut dire que ce Jules Ferry, là, a relevé son défi, il se l'est fixé à lui-même, et est-ce que ça a entraîné des bouleversements ? Alors, pari relevé pour Jules Ferry, oui, bien sûr, mais jusqu'à un certain point, et nous allons développer ça dans un instant. Maintenant, pour ce qui est des bouleversements de la scolarisation de nos jeunes depuis, en fait, ces bouleversements sont tellement nombreux qu'il est absolument impossible de tous les énumérer ici. Nous allons tout simplement résumer. À chaque ministre de l'Éducation nationale, son lot de réformes. Chaque lot de réformes apporte de profondes modifications dans le quotidien de nos écoliers. Maintenant, ça, si vous voulez, c'est pour la forme. C'est-à-dire que sur la forme, beaucoup de bouleversements. Maintenant, sur le fond, c'est pas tout à fait la même. Il se trouve qu'en France, finalement, notre école n'a pas tellement évolué et c'est justement un des reproches qui est fait au système éducatif français au regard de l'étude PISA. L'étude PISA, vous savez, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. On n'est pas bon, là. Oh là là, comme on n'est pas bon, on n'est pas bon du tout. C'est une enquête qui est menée par l'OCDE tous les 3 ans et qui mesure les systèmes éducatifs des pays. Et là, eh bien, dans le détail, cette enquête assure que la France est le pays qui demande le moins de retour à ses élèves et où le tutorat pour les enseignants est le moins développé. Et non seulement il est le moins développé, mais c'est le pays, donc la France, où on continue de ne pas le développer. Résultat des courses, le niveau des élèves français n'arrête pas de baisser depuis la première étude PISA qui date de 2000. Ça date un petit peu. Et au point même que l'on note que certains pays
de l'OCDE, qui investissent beaucoup moins d'argent que nous par élève, ont de bien meilleurs résultats. Alors comment ça se fait? D'où vient le problème? Alors le problème, il vient de l'inégalité, les inégalités entre les élèves. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que Jules Ferry a relevé son pari, mais jusqu'à un certain point. Parce que sur ces 15 dernières années, ce que l'on a constaté, William, c'est que le nombre d'élèves brillants, lui, il est identique. En revanche, le nombre d'élèves en difficulté, voire en très grande difficulté, lui, il n'arrête pas d'augmenter. Pire encore, on note une corrélation très claire et très nette entre le milieu socio-économique de l'élève et ses performances. Plus l'élève vient d'un milieu favorisé, meilleur il est. Retour à la période d'avant Révolution française, là quand même, d'avoir une telle corrélation. Et pour continuer, toujours selon les analyses de l'OCDE, il semblerait que ce soit une particularité française. C'est en France tout particulièrement qu'il y a un tel lien, une telle évidence entre le milieu socio-économique et les performances scolaires. Résultat des courses, et pour conclure, on peut dire que nous avons à ce jour et de toute évidence encore de très gros efforts à faire dans la scolarisation de nos enfants. Oui. Et selon toute vraisemblance, nous savons où les faire. Un chiffre qui est paru là, il y a 2 jours. 6 élèves sur 10 qui redoublent dans le primaire ont, hélas, de bonnes chances de ne pas avoir le bac. 6 sur 10 qui redoublent. Donc, tout le problème, c'est le redoublement aussi. Mais on en reparlera une autre fois. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous met 10. Pour la fin des cours, on part à Londres maintenant. En Angleterre, vous allez voir qu'il n'est jamais trop tôt pour viser l'excellence. Les parents sont très, très exigeants, plus qu'ailleurs peut-être. Cela dit, Loïc Delamordé qui est là. Loïc, il paraît que les places sont chères. Et la sélection plutôt rude, c'est le parcours du combattant pour inscrire son enfant à l'école chez vous. Bonjour. Bonjour William, c'est exactement ça, un parcours du combattant. Je vais vous faire un petit aveu personnel. Quand je suis arrivé ici il y a un petit peu moins de 3 ans, on nous a dit, vous allez voir, dans les familles, avec votre femme, vous n'allez parler que de l'école, que de l'éducation, ça va devenir une obsession. On ne comprenait pas trop pourquoi, aujourd'hui je peux vous le confirmer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des écoles publiques ici au Royaume-Uni et notamment à Londres, mais il n'y en a pas assez, surtout dans la capitale britannique. Alors vous avez un système de sectorisation comme en France avec l'école ou le collège de votre quartier. Vous vous attendez à devoir y aller si vous habitez dans le quartier. Ben non, s'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place et vous n'avez tout simplement pas de place. Alors par exemple aussi, Laura Calmus qui a fait le reportage que vous allez voir dans quelques instants, eh bien, elle avait 6 écoles publiques autour de chez elle. Elle a essayé d'inscrire son petit garçon, il n'y avait pas de place. Donc eh bien, elle a dû se tourner vers le privé comme beaucoup de parents, faute de place dans les écoles publiques. Et alors là, pour aller dans le privé, eh bien, il faut souvent passer des examens, des assessments, comme ils le disent ici, des tests. C'est ce qu'a fait ma petite fille de 3 ans et demi à l'époque, où elle a dû subir une série d'examens pour entrer donc, dans les écoles privées. Alors, quand entrer dans une école privée, ça permet d'aller ensuite se préparer, ces fameuses prep schools, aux examens qui permettent d'entrer dans les bons collèges, puis dans les bons lycées, puis résultat dans les bonnes universités. C'est donc ce marathon, ce parcours du combattant que l'on vous propose de suivre dans ce reportage de Laurent Calmus et Maya Boyer. Comme tous les matins, le directeur scrute en personne ses élèves des pieds à la tête. Serrer la main, lever son chapeau. Pour ces enfants âgés entre 4 et 11 ans, c'est devenu une routine. Les garçons doivent soulever leur casquette. C'est une tradition vieille de 100 ans. C'est un signe de politesse et de respect. Bienvenue à Eaton Square, l'une des 500 écoles préparatoires du pays. Préparatoires, c'est-à-dire des écoles privées qui coûtent entre 12 000 et 25 000 euros l'année et qui préparent au concours d'entrée des meilleurs lycées. Et pour réussir, tout se joue jeune, même très jeune. De prime abord, rien ne diffère d'une autre école. Les enfants se déguisent, ils apprennent à chanter et danser. Mais lorsqu'ils retournent en classe, un cours de français les attend. Et pour ces enfants âgés de 4 ans, un contrôle oral est même prévu aujourd'hui. Compte jusqu'à 20 en français, s'il te plaît. Allez, essaye. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19. 20. Des méthodes d'apprentissage encouragées par les professeurs. Je pense que l'acquisition des connaissances se fait très tôt. À cet âge, ce sont des éponges qui peuvent tout absorber. Ils sont curieux et c'est à nous de leur apprendre le plus de choses possibles. Maths, anglais, sciences, un cursus similaire aux autres écoles, mais du temps libre bien mis à profit. Je lis un livre par jour, s'il est bon. Plus il me plaît, plus vite je vais le lire. Si le livre ne m'intéresse pas trop, je vais mettre 2 jours. Quand je rentre de l'école, je fais mes devoirs pendant à peu près 3 heures et quelques exercices supplémentaires.
Puis, je prends mon repas du soir. Ensuite, je lis pendant 1 heure et je vais me coucher. Un rythme soutenu pour réussir et dès 10 ans presque formatés, les élèves ont un discours bien cadré de ce qui les attend plus tard. C'est important de travailler autant, parce que sinon, je ne serais pas accepté dans un bon lycée. Et donc, je ne rentrerai pas dans une bonne université. Du coup, je ne pourrai pas faire le métier que je veux. Et donc, je ne pourrai pas vivre la vie parfaite que je souhaite. Mon avenir se joue maintenant. On doit vraiment repousser nos propres limites. Les professeurs nous font beaucoup travailler, mais nos parents aussi. On a beaucoup de devoirs à la maison. C'est un véritable défi. Repousser ses limites, travailler toujours plus, viser l'excellence, les élèves seraient soumis à de trop grosses pressions. Les enfants sont très stressés, surtout pendant les périodes d'examen qui ont lieu 2 fois par an. Ils sont exténués. Certains enfants ont besoin de soutien psychologique parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la pression. Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, mais les poussent à bout pour entrer dans de bons lycées. Ces écoles forment les plus grandes figures politiques au prix d'une grosse pression, mais aussi d'un coût. Alors qu'il était encore en campagne, le Premier ministre David Cameron s'était insurgé du prix des écoles privées. Mais selon plusieurs médias, son fils irait l'année prochaine dans une école préparatoire à 25 000 € l'année. Ils sont impressionnants, ces enfants. David Cameron, il devait être à Eton, si mes souvenirs sont exacts. Bon, on va parler de sous maintenant. C'est exact, oui, William. 25 000 € l'année. Ben alors, ça doit créer un vrai fossé entre les élèves. C'est un système assez inégalitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un système extrêmement inégalitaire, William. Imaginez, les enfants, les écoliers des écoles privées ne représentent que 7% des écoliers britanniques. Et pourtant, ils représentent 70% des étudiants d'Oxford ou de Cambridge, 70% des futurs magistrats, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs de l'armée. C'est un système extrêmement inégalitaire fondé sur une sélection sociale et une sélection par l'argent. Cela dit, comme vous l'avez évoqué il y a quelques minutes avec Anissa, concernant la France, effectivement, la France n'a pas vraiment de leçons à donner puisqu'elle est régulièrement citée comme le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Résultat, les Britanniques, quelque part, font aussi mal que nous en matière de système inégalitaire. Bon, donc on a parlé des écoles privées, des écoles publiques. Est-ce qu'il y a d'autres types d'établissements en Angleterre ? Alors oui, il y a des voies un petit peu médianes quand vous n'arrivez pas à avoir une place dans l'enseignement public, et souvent de moins bon niveau, ou quand vous n'avez pas l'argent pour aller dans les écoles privées. Il y a un système, ce sont les écoles confessionnelles. Alors ce sont donc des écoles qui dépendent des communautés religieuses, chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. Mais attention, les critères d'entrée sont très très stricts. Par exemple, chez les chrétiens, il ne faut pas juste dire que oui, on va aller dans l'enseignement privé. Il faut impérativement que l'enfant soit baptisé. Il faut que les parents prouvent qu'ils vont à la messe, par exemple, tous les dimanches, car c'est le curé, le prêtre de la paroisse qui fait les inscriptions. Un dernier exemple personnel, au bureau de France de Londres, nous avions une productrice ici. Eh bien, elle était pourtant une chrétienne très assidue, mais elle avait manqué la messe quelques fois dans l'année. Eh bien, le prêtre a refusé d'inscrire ses filles à l'école et finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle a dû rester durant toutes ses vacances d'été ici à Londres. Il y a pire dans la vie, mais quand même. Et aller pointer à la messe tous les dimanches en juillet et en août pour finalement avoir la place dans l'école de son choix. Si vous voulez être muté ailleurs, demandez-moi. On va essayer de trouver un système. Bon. Avant de se quitter, votre petite, là, elle doit avoir quel âge maintenant? 50, quelque chose comme ça? Elle a 6 ans maintenant. Voilà. 6 ans, elle est donc dans une de ses préparatoires. Et oui, mais elle fait ses études en anglais ou en français? C'est une école britannique, donc tout est fait en anglais. Et effectivement, il y a régulièrement, alors c'est l'équivalent, elle serait dans l'équivalent c'est un mélange entre le CP et le CE1. Mais il y a effectivement régulièrement des périodes. Elle sort là par exemple d'une semaine intégrale d'assessment, c'est-à-dire avec des examens tous les jours en mathématiques, en littérature, enfin en anglais et tout en anglais. Eh ben dites donc, hein. Je ne sais pas si Elliot il va y aller, mais enfin, c'est pas facile chez vous. Voilà. Après, l'uniforme est très joli. Oui, j'ai vu ça. Ouais, très bien. Il y a au moins ça. Merci Loïc, vous nous avez rendu une copie sans faute, comme d'habitude. Merci beaucoup, bon week-end à toute la famille et à bientôt. Bon week-end, à très bientôt William. Au revoir.
Madame, monsieur, la cloche a sonné maintenant. Merci à nos correspondants de nous avoir éclairés sur la scolarité de nos voisins, proches ou très lointains d'ailleurs. Alors la semaine prochaine, fête des pères oblige, les papas seront à l'honneur. Quelle place occupent-ils au sein de la famille aujourd'hui? Comment vivent-ils leur paternité? Où ça? Aux quatre coins du monde, vous allez voir. Et sont-ils impliqués dans l'éducation de leurs enfants? Ça dépend des pays. Oui, mais lesquels? Vous allez voir. Bref, papa in ou papa out, ou papa poule ou papa cool, pour le savoir, direction. Alors, le Canada, l'Italie, le Sénégal et de nouveau la Colombie, c'est très particulier là-bas. Voilà, les pères de famille nous réservent plein de surprises. À samedi prochain, donc, Télématin, c'est fini, en tout cas pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi, en tout cas j'espère. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est la petite séance de rattrapage pour certains d'entre vous, pour le week-end.